ton outil, en fait, c'est une sorte d'outil magique sur lequel, si tu as le nom et le prénom de la personne, si tu as une fiche contact de LinkedIn, il est capable de te récupérer ses numéros de téléphone. On n'est pas là pour forcer le client à faire quelque chose. Par contre, c'est à toi de l'amener à réfléchir sur un basculement. Derrière le mot force de vente, il y a un truc puissant, c'est force. Si j'avais pas fait cet effort d'appeler, parce que pour moi c'est un effort, même ma boulangère acheter une pizza au téléphone, ça me dérange. C'est vrai que nous, à la base, quand on s'est lancé, on a mis en place un système de suivi. Donc la personne rentre sur la plateforme, fait son essai gratuit, après on la relance pour savoir vraiment qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé. Mais c'est pas suffisant. Et c'est toutes ces problématiques qu'on rencontre jamais dans le contenu qu'on vend en ligne. Comment est-ce que tu gères ta trésor? Quel est le bon choix entre recruter un gars en CDI versus recruter un freelance disponible? Comment est-ce que finalement tu vends ce freelance disponible? Quel est le bon prix? Il y a très peu de podcasts entrepreneuriaux, on va dire, à notre échelle, entre guillemets, parce que souvent, c'est soit pour les gens qui se lancent, soit pour les personnes qui sont déjà très, très loin, qui font, je sais pas, des centaines de millions, etc. Même, centaines de millions, non, je pense pas, tu vois, mais les gens qui ont déjà dépassé le million, etc., oui, c'est clair. Ça. Ceux qui sont entre les chiffres d'affaires qui oscillent entre 100 et 1 million d'euros, oui. Mais tu vois, si moi je prends l'exemple de Théo qui fait déjà plus que ça, même mensuellement, je me dis que lui aussi il s'adresse à ces personnes-là. Ouais, complètement. Parce qu'il fait des retours d'expérience qui sont juste dingues, il envoie de la valeur au maximum. Et en fait, ça s'adresse aussi à cette population qui est entre 100K. Alors, en gros, le freelance qui est à 120, 130K, qui a envie de passer à l'échelle jusqu'à son premier million. Ouais. Et franchement, Théo Lion, c'est vraiment l'entrepreneur que j'ai le plus suivi en termes de création de contenu et qui m'a le plus, entre guillemets, inspiré et dans lequel je me suis plus reconnu en termes d'avancée, de niveau, même s'il est quand même... C'est ça qui t'a plu ou le côté no bullshit par rapport à ce qu'il y avait sur le marché? Franchement, c'est ça. Et le côté où, en fait, il explique toutes ces problématiques. Ouais. Et j'en ai évité pas mal grâce à lui, en réalité. Tu vois. C'est trop fort. J'écoute. Mais moi, par exemple, je ne connais pas du tout Théo Lion. Théo Lion. Donc, grosso modo, c'est quoi le... il a fondé Kudak, qui est une entreprise d'acquisition, en fait, spécialisée dans le ads. Et après, il rachète aussi maintenant d'autres agences qui font différentes choses, tu vois. Et il les fait monter. Et il a fait un le mec est plus simple que et le mec est plus jeune que nous. C'est je crois il est 97 98, il est pas loin de moi, entre 96 et 97. Et aujourd'hui il doit arriver aux 10 millions quasiment par an, pas loin. Il avait fait Road to 1 million en fait. Ouais. C'est intéressant, il a fait tout son processus pour arriver à 1 million de chiffre d'affaires. Puis une fois qu'il l'a passé, il est passé à 10 il a fait la route pour 10 millions. Après, là, je n'ai pas suivi récemment parce qu'il s'est arrêté entre-temps parce que c'était un petit peu répétitif et il a choisi un autre axe de création de contenu. Après, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Tu vois, c'est un peu ça le sujet, c'est un peu ce qu'on est en train de faire nous aussi. Est-ce que finalement, le fait comme ça de venir documenter, vloguer l'histoire de son entreprise, ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que... alors, j'imagine qu'il y a des gens qui prennent des éléments et ils apprennent de ça, mais tous les parcours sont différents. Comment est-ce que... C'est le fait qu'il parle en fait, de choses qui lui sont personnelles qui fait que, par exemple, moi, je me suis plus reconnu que quelqu'un qui va faire une généralité. Parce qu'en fait, on a tous nos expériences généralistes qui se ressemblent avec des spécificités. Et le fait de savoir que d'autres personnes ont des problématiques spécifiques, ça m'a permis aussi, moi, de me rendre compte que j'étais, entre guillemets, pas seul non plus et d'avoir des personnes qui comprennent aussi ce que je vis à ce moment-là et qui donnent des axes, en fait, d'amélioration, en fait, tu vois. Il en fait toujours. C'est intéressant parce qu'en fait, dès qu'il a une problématique, il explique comment il l'a réglée et comment nous, on peut éviter d'avoir ces problématiques-là. Et ça fonctionne bien pour les agences, mais ça fonctionne également pour d'autres business. Pour moi, j'en suis sûr. Ok, donc ça me fait naître une question qui est bateau, mais est-ce que vaut mieux un contenu qui essaye de s'adresser à tout le monde, le plus de gens possible, ou un contenu ultra précis où une personne va pouvoir se dire « Ok, ça, c'est ma problématique, c'est moi à 100% et je vais suivre ce créateur. » Ça dépend de la cible pour moi, personnellement. Et même plus que de la cible, ça dépend de ton besoin à un instant T, tu vois. Tu vois, j'imagine que quand tu as besoin de sujets très techniques, ben, tu vas aller chercher une formation très technique et tu vas la chercher parfois sur des contenus comme Udemy, des plateformes vidéo. Et il y a d'autres sujets où tu as besoin peut-être d'un petit peu plus d'abstraction ou de recul managérial, où là, tu as besoin vraiment du coaching, ce que nous, on peut apporter, tu vois. Donc, de la stratégie,
faire le calcul de ton ROI et tout ce qui va bien. Tu vois, c'est un peu ce qu'on fait, nous, quand on s'entraide entre nous, sur tous nos sujets, et notamment toi, sur la partie Captely. On a lancé un outil qui s'appelle Captely. Donc on trouve 85% de mails et des numéros de téléphone. Donc on trouve beaucoup plus de mails et de numéros de téléphone que la plupart des outils sur le marché. Et on a lancé ça il y a 2 semaines. Là, on est à combien? On a 150 utilisateurs. Donc, bon début de lancement. Carrément. Pas de publicité, pas de campagne marketing. Donc ça, c'est cool. Juste du bouche-oreille et des petits messages par-ci par-là. Et donc c'est vrai que je parlais avec Philippe sur l'aspect commercial parce qu'on a un enjeu, c'est comment on convertit, comment on fait passer ces 150 utilisateurs d'un plan gratuit à un plan payant. Donc il y a toute une stratégie à construire. Donc on est en train de la construire ensemble. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc il y a des choses que je faisais pas naturellement. Par exemple, appeler tous les clients au téléphone pour savoir. Le call, ouais. Ouais. C'est pas du cold call, c'est les clients, tu vois, qui landent en tant qu'utilisateur et qui n'a pas converti, tu vois. C'est même pas du cold. Ouais, par exemple, Ok. tu vas prévoir en fait juste, j'ai une bêtise, voilà, vous avez le logiciel gratuit pendant une bêtise 2 semaines, 3 semaines. ça La dépend phase du de temps. discovery. Voilà, donc on se rappelle, mettre une date, on se rappelle à telle date, et ensuite l'appeler et comprendre si oui, s'il veut signer, oui. D'ailleurs, parce que le disais, c'est qu'il doit à peu près savoir il doit quantifier leurs besoins au moment du rappel, mais également comprendre s'il ne signe pas, pourquoi. En fait, c'est ça le plus important. Je pense que c'est même plus intéressant de comprendre pourquoi les gens ne signent pas plutôt que pourquoi ils signent. Parce qu'on sait déjà pourquoi ils signent, puisque son logiciel, en fait, il est meilleur que les autres d'un point de vue. Il y a un truc très très généraliste que je dis tout le temps, c'est do the math. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça aussi pour amener vers un deuxième pattern qui est hyper important. C'est que quand tu veux améliorer quelque chose, quoi qu'il arrive, il faut le mesurer. Et en fait, si tu vas pas prendre la température auprès du client alors qu'il s'est connecté, alors qu'il s'est engagé, il a fait déjà cette première démarche, clairement, c'est un client que tu es en train de perdre, quoi. C'est vrai que nous, à la base, quand on s'est lancé, on a mis en place un système de suivi. Donc la personne rentre sur la plateforme, fait son essai gratuit. Après, on la relance 2-3 jours après, 5 jours après, 7 jours après, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé. Mais c'est pas suffisant, parce qu'on a des réponses qui sont assez bateaux. Donc je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui avait fait son essai gratuit, qui avait dépensé les 50 crédits. Donc nous, on a 50 mails offerts pour chaque utilisateur qui vient s'inscrire sur la plateforme. Il a dépensé ses 50 crédits et il n'a pas poursuivi. Donc pourtant, moi, je lui envoyais des messages. Il disait que l'outil était parfait pour lui, ça répondait à ses problématiques. Et c'est vrai que ça avançait pas. Je ne comprenais pas pourquoi il ne payait pas. Je lui offrais des réductions. Il disait « Ah, merci beaucoup. J'ai pas de réponse. » Et donc finalement, là, la semaine dernière, je l'ai appelé et j'ai eu ma réponse. L'outil lui convient parfaitement, mais sauf qu'il a une licence d'1 an chez un autre outil concurrent. Je ne sais pas si on a le droit de le nommer ici, mais Drop Contact. Ça fait la pub. Très bien. Ça, jusqu'à juin. Et donc après, il penserait passer chez Captely. Mais donc ça montre que si j'avais pas fait cet effort d'appeler, parce que pour moi c'est un effort. Moi je viens pas du tout je suis pas sales à la base. Appeler au téléphone, même ma boulangère, acheter une pizza au téléphone, ça me dérange. J'aime pas du tout ça. Qui se reconnaît, je crois. Ici. C'est un introverti, donc ouais, totalement. Ouais, donc j'aime pas du tout ça. Et c'est vrai que là j'ai ma réponse. Et donc là j'ai noté que fin mai, le recontactait. Alors, même pas. Tu vois, pour moi, déjà, fin mai, on est déjà trop loin. Potentiellement, tu as perdu le client. Potentiellement, le concurrent, il a fidélisé le client. Il y a d'autres actions à mettre en place. Tu vois, c'est ça, finalement, qu'on appelle la force de vente. En fait, mine de rien, tu vois, les gens qui rentrent en BTS comme ça, management des organisations, des ventes, etc., derrière le mot force de vente, il y a un truc puissant, c'est force. On n'est pas là pour forcer le client à faire quelque chose. Par contre, c'est à toi de l'amener à réfléchir sur un basculement. Tu vois, là, aujourd'hui, tu nous dis qu'il est déjà enrôlé dans une solution logicielle, mais il utilise la tienne parce que potentiellement, ça apporte un complément. Potentiellement, vous êtes plus riche en termes de données. Et là, pour l'instant, c'est sur l'offre gratuite. Rien ne t'empêche, en fait, de lui dire, écoute, moi, ce que je te propose, même si ta licence, elle est déjà en cours chez le client, bah, moi, je te propose de te faire une remise partielle de rachat finalement jusqu'à fin mai, par exemple, tu t'es déjà engagé. C'est un peu comme quand tu passes chez ton opérateur et qu'il te dit qu'il va te racheter finalement les frais de migration. Tu fais le même principe, mais surtout chez toi, tu sais que tu devras mettre en place tout un plan de migration pour lui faciliter la tâche, voire même que toi, tu aies accès en fait, à toute sa data
actuelle pour la transférer directement chez toi, Captely, lui laisser cette période d'essai où en fait finalement sa data elle est dans les deux systèmes pour que au bout d'un moment il se rende compte que il a besoin de tout centraliser chez toi. Et déjà fin mai, il sera déjà opérationnel pour continuer sa licence, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu lui offres un discount dans le sens où tu lui dis, OK, tu migres aujourd'hui, sauf que je ne sais pas combien il paye, hein, okay. Mais la différence, ce que tu fais, c'est que tu la déduis sur sa licence sur un an. Par exemple, tu dis... C'est ce que je disais. Ouais, mais tu vois vraiment l'idée de l'étaler. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire, ouais, je te fais par exemple, je te fais pas payer les 2 premiers mois et ensuite tu commences à payer, non. Tu vois, si par exemple, elle est à combien ta licence? En fait, c'est des abonnements. C'est en fonction en termes de crédit. En fonction du nombre de crédits, ça va de 19 € à 1500 €. Prends une ronde, on va dire 200 €. Ouais, 200, okay. ouais. Donc s'il est à 200 € par mois, tu dis, bon, bah, plutôt que de payer 200 € par mois, tu vas payer peut-être 150 € par mois pendant un an. Ou, tu vois, comme ça, tu lui fais comprendre qu'il va récupérer ce qu'il perd chez l'autre. Toi, tu lui fais juste un discount, mais derrière, tu sécurises ton client. Sachant qu'il aura toujours les deux plateformes et il sera toujours dans la comparaison. Et il peut signer dès que la migration est prête, en réalité. Tu vois. Donc, en l'occurrence, il m'a dit qu'il avait un gros pack annuel chez Drop Contact. Donc, il a payé une fois pour toute l'année. Pour toute l'année, ouais. Et en fait, il utilisait Captely pour les contacts où il ne trouvait pas les mails ou les numéros de téléphone. Parce que Drop Contact fait que les mails. Et donc, en fait, c'est un complément. Donc, ce que vous dites, c'est lui offrir vraiment une réduction, mais assez intéressante, pour lui dire, bah tiens, t'as promis ton premier outil, c'est Drop Contact. Tu lui prends les frais qu'il a payés là-bas. Okay. En fait, essaie pas d'inventer un chiffre. Dis-lui, je te paye la différence. Ok. Pas forcément. Parce que c'est un gros montant. Faut faire les maths. Faut pas que tu sois perdant. Faut faire les maths. Tu peux l'étaler sur 2 ans s'il faut, tu vois, mais... Oui, mais ça revient toujours, même sur 2 ans. Attention, parce que est-ce que dans 2 ans, la solution sera toujours celle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours la même promesse que tu envoies? Qu'est-ce que tu fais quand tu rajoutes une nouvelle feature? Est-ce que tu l'inclus? C'est des mathématiques et ça fait partie de cette stratégie. En fait, le seul problème, c'est que nous, quand on s'est lancé, on s'est dit on va faire du volume. Notre but, c'est de faire du volume et ça commence à marcher. Et donc, forcément, qui dit volume, dit marge très faible. Et donc, nous, on a des coûts qui sont supérieurs à la moyenne, à des outils concurrents, pour un prix qui est relativement le même. Pour donner un ordre d'idée, pour 1000 crédits, on est à 70 €, donc Contact est à 70 €. Alors qu'on trouve beaucoup plus de mails. Donc ça veut dire que s'il achète un gros pack, nous, on ne sera pas rentable. Si on fait la différence, si on absorbe si tu absorbes son abonnement. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut être intéressant, puisque dans tous les cas, tu envoies quand même plus de qualité, et cette qualité, elle est quantifiable. Donc il faut le mettre en évidence que toi, tu as une valeur qualitative qui est meilleure, que clairement, cette différence, elle sera palliée par les manques qu'il peut y avoir chez Drop Contact. Mais ouais, très intéressant. Justement, pour rebondir sur ça, on a beaucoup d'utilisateurs et on s'est dit que pour les convertir, il y a l'aspect commercial, mais également l'aspect réassurance. Donc là, ce qu'on a fait sur l'outil, c'est qu'on a mis une pop-up au bout de 20 secondes avec plein de vidéos et des vidéos comparatifs. Captely vs Drop Contact, Captely vs Lusha. Et en gros, on prend des fichiers de 500 contacts, 1000 contacts, on les enregistre sur Lusha, on voit le nombre de contacts trouvés, on les enregistre sur Captely, on voit le nombre de contacts trouvés et on voit la différence. Moi, je reviens sur un truc pour ceux qui ne l'ont pas, mais Captely, c'est un outil en SaaS qui peut aussi se décliner sous la forme d'une extension Chrome qui te permet donc très facilement pour les équipes de CSM, donc Customer Success Manager, commerciaux et autres personnes qui ont besoin justement d'aller chercher plus de prospects, d'acquérir des numéros de téléphone, des emails. Et ton outil, en fait, c'est une sorte d'outil magique sur lequel, si tu as le nom et le prénom de la personne, si tu as une fiche contact de LinkedIn, il est capable de te récupérer ces numéros de téléphone par des batchs automatiques que vous avez créés. Donc, en fait, on a vu que, surtout les milliers de contacts qu'on a enrichis, qu'on a l'URL LinkedIn, on trouve beaucoup plus de mails et de numéros de téléphone. Donc, on a fait une extension LinkedIn Sales Navigator, comme ça, tu es sur l'outil. Et Sales Navigator, c'est un outil payant aussi chez LinkedIn, qui est surtout adressé aux commerciaux pour aller regarder... Créer des listes de contacts de plusieurs centaines. Les contacts que tu trouves. Des listes de contacts. Exactement. Et les listes de contacts, finalement, c'est le nerf de la guerre pour tous les commerciaux. En fait, le nerf de la guerre, c'est la data. C'est vraiment une data qui soit clean, qui soit bonne. Parce que sinon, les commerciaux perdent du temps. Ils appellent des numéros, mais ils sont invalides. C'est assez dur, Donc, le nerf de la guerre, c'est la data. Et on a envie que la data soit qualitative, mais aussi simple à récupérer.
Donc ça veut dire que tu es sur LinkedIn, ça c'est un navigateur, même sur Google Sheets, maintenant là, c'est officiel. Ouais, ok. Sur Google Sheets, tu as un petit bouton, tu appuies, tac tac, et en 2 minutes, tu trouves les mails et les numéros de téléphone de tous les contacts de tes listes. Donc ça c'est un gain de temps, et on a envie de conquérir le marché, entre guillemets, ou de se faire une place sur le marché, comme ça, avec beaucoup plus de fonctionnalités, un prix qui est beaucoup plus abordable. Et du coup, en fait, tu parlais tout à l'heure de comparaison, là, tu parles de faire une place sur le marché. Mais est-ce que tu as identifié également la plus grosse différence entre toi et tes concurrents à l'instant T? Sachant que le plus gros concurrent, en plus un Français qui est pas mal sur les réseaux sociaux, c'est Guillaume Moubèche, avec l'Emlist. Ouais. Là, ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité de cascade, enrichissement cascade. Et comme ils ont une grosse base d'utilisateurs, bah, forcément, ils arrivent à avoir beaucoup de clients. Par contre, on a repéré, si c'est par rapport à lui, on est moins cher, on a une meilleure couverture. Donc, il y a des utilisateurs qui étaient chez l'Emlist, qui enrichissaient directement, parce que c'était simple. Bah, tiens, tu es sur l'Emlist, tu as juste appuyé sur un petit bouton, tu enrichis tes mails, et tu les envoies directement dans tes campagnes. Donc, nous, on a fait une intégration l'Emlist. Donc, sur Captoli, tu enrichis, tu appuies sur un petit bouton, tu envoies sur des campagnes l'Emlist. Et en plus de ça, on est moins cher sur le numéro de téléphone. Donc, pour donner un ordre d'idée, eux, pour 100 mails, ils vont payer. Je suis très mauvais en maths. Non, mais disons, pour un mail, eux, ils payent 0,05. Et nous, le mail, ils vont le payer à 0,03. Donc, pour un mail ou pour 10 mails, c'est pas important. Et sur des gros besoins, là, on a une boîte qui est rentrée qui fait 4 milliards de CA. Par an, ils ont des très gros besoins en termes de mails et de numéros de téléphone. Donc, c'est par an, on ne parle pas de 100 mails, de 1000 mails. On parle de 10 000 mails, de 100 000 mails. Donc là, on voit vraiment la différence de prix. Donc, on est moins cher, meilleure couverture. Donc, non, en fait, c'est un gain de temps. Nous, on a envie de leur faire gagner du temps. Donc, on fait tout pour. Ok. Et eux, quel est l'avantage qu'ils ont par rapport à toi, en fait? C'est comme ça que je voulais le tourner. Quel est leur avantage là à l'instant T par rapport à toi? Force de frappe, avec Guillaume Bech, leur équipe. En plus, je parle très bien avec l'Emlist. Je connais des personnes de l'Emlist et ils sont très forts et chaque jour, ils prennent du temps pour créer des posts sur LinkedIn, du contenu sur LinkedIn. Ils ont un très haut réseau, une grosse visibilité, donc force de frappe. Donc quand ils lancent une nouvelle feature, j'ai vu un post du CTO, là, je sais pas comment ça s'appelle, du CTO de l'Emlist, qui disait que chaque mois, ils avaient 18 000 sign-up. On en a 150. Il n'y a pas photo. Le mois n'est pas fini. Hein. Le mois n'est pas fini. C'est ça que je voulais venir, c'est pour la visibilité, mais vas-y, continue. Mais en gros, si je comprends bien, techniquement, ils n'ont rien de mieux que toi, puisque tu as évoqué rien de technique en mieux que toi. Ben, en fait, nous, on a fait le choix de se spécialiser sur une seule partie, qui est l'enrichissement. Donc sur cette partie-là, ils n'ont rien de mieux que nous, parce qu'on est spécialisé dessus. Par contre, sur les intégrations, sur vraiment la suite, un outil tout en un qui fait enrichissement, qui fait envoi d'email, là, c'est leur cadeau. Ils veulent faire un truc, ils veulent faire un outil qui simplifie la prospection. Un outil pour tout faire. Et donc, c'est l'Emlist en France, c'est Full & Rich aux US. Ouais, Full & Rich, ils arrivent en France, ils arrivent en force. D'accord, ok. Donc là, Ils sont très forts. Hein. Mais quoi qu'il arrive, tu vois, c'est ce que je dis très très souvent, peu importe le secteur dans lequel tu rentres, c'est pas un gâteau qu'on se partage. Au contraire, je pense que c'est à toi de faire ta cuisine, faire ta propre recette et construire ton offre, quoi. Il y a toujours une part de marché à prendre, un segment à prendre, et c'est ce qu'on fait là, nous, avec Entre Nous. Là, clairement, on a identifié cette problématique, nous, qui est que les entrepreneurs, à partir de 100K jusqu'à 1 million, en fait, finalement, on se nourrit de beaucoup de contenus d'inspiration qui sont déjà à des 10 millions, des 100 millions éventuellement. Parfois, certains sont déjà à 100 millions. Ceux qui sont au milliard, ils n'ont pas le temps, clairement. Ils n'ont pas le temps de faire du contenu. Ou alors, ça démarre très très bas, sur lequel on a vraiment des formations très 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 bêta sur la personne qui veut se lancer. Elle reçoit son contenu pour démarrer son premier dropshipping. Ouais. Mais là, on est vraiment sur du contenu très très scolaire, quoi. Ok. Voilà. Donc vous, votre credo, c'est vraiment quoi? C'est les freelances plutôt? Non, même pas. On s'adresse même pas aux freelances parce que le freelance, lui, il a une spécialité très particulière. Très souvent, il a une intermédiation qui lui mâche, entre guillemets, le travail. Et comme Malte, les plateformes. Exactement, comme les plateformes. Mais non, on s'adresse vraiment aux personnes qui ont cette dimension et cette volonté, justement, d'aller plus à l'échelle.
Ça démarre à partir de 2, 3, 4 employés. Parce qu'en fait, tu vas avoir des problématiques de management, tu vas avoir des problématiques de recrutement, des problématiques finalement de trésorerie à résoudre, qui sont des problématiques qu'on a tous rencontrées. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des choses toutes bêtes, mais on nous en parle jamais. Mais au moment où tu as un gros client qui rentre et que tu signes un gros client, de ce client, il a besoin justement que tu lui apportes ta ressource, ta valeur. Le problème, c'est que tu ne peux pas te diviser si tu as 5 clients en même temps, tu es obligé de recruter. Et ce recrutement, parfois, il va durer, tu auras besoin d'un recrutement coup de poing pendant une période de temps de 6 mois grand max. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas chercher sur le marché un CDI? Et comme ça, tu t'engages avec un CDI sur lequel, finalement, tu vas te poser la question dans 6 mois de qu'est-ce que je fais de ce CDI et est-ce que je peux le recycler ou comment est-ce que je vais chercher plus de force de vente? Est-ce qu'il faut que je prenne le CDI plus le commercial qui va avec pour aller chercher justement à démultiplier cette force de vente et cette ressource? Et c'est toutes ces problématiques qu'on rencontre jamais dans le contenu qu'on voit en ligne. Comment est-ce que tu gères ta trésor? Comment est-ce que plutôt, quel est le bon choix entre recruter un gars en CDI versus recruter un freelance disponible? Comment est-ce que finalement tu vends ce freelance disponible? Quel est le bon prix? Quelle est la bonne TJ? Que tu vois, il y a plein de problématiques. Par contre, j'ai une question. Moi, je faisais de la formation avant. Donc, je vendais des formations de grosse marketing. Il y en a un expert aussi en formation. On pourra bien te répondre. Et en gros, les formations, c'est pas un besoin immédiat. Et comment vous allez faire pour vendre du coaching à des personnes qui ont peu de temps parce qu'ils viennent de se lancer, ils sont 3, 4 personnes, 5 personnes, pour leur faire comprendre que, bah tiens, déléguer la partie commerciale, la partie recrutement, c'est bien, mais se faire coacher, c'est mieux. Après, on parle de ça, mais on a déjà également pu, tu vois, même, tu vois, par exemple, avec Rudy, etc., bosser avec des plus grosses boîtes aussi. Juste que là, la différence, c'est que le contenu qu'on fait, il va parler à une tranche qui est un peu délaissée, entre guillemets. Tu vois. Et je veux dire, même un freelance, au fond, peut se reconnaître dans le contenu, même si c'est pas la cible. Bah, y a une chose aussi qui est essentielle, c'est que autant pour les grands groupes, ça a l'air plus facile parce que le budget est là, donc on peut facilement les accompagner. Mais quand on redescend un peu plus bas, les problématiques sont les mêmes et elles sont plus facilement mesurables. C'est-à-dire que le gain de valeur, on le voit tout de suite dès lors qu'on agit. Et toi, tu peux le mesurer. Exactement. Tu peux leur dire, bah tiens, avant l'accompagnement, et c'est tant d'économies. Mais c'est ça surtout qu'on a dans notre offre. En fait, la première offre, quand tu viens nous consulter, c'est ça. C'est qu'on vient un peu auditer ce que tu as. Donc la personne qui n'a pas le temps, en fait, on lui répond tout simplement que, en fait, s'il prend le temps de faire la mathématique pendant 1 heure avec nous, un petit call même sur un premier call de 15 minutes, de 30 minutes, on est déjà capable d'identifier les problématiques rencontrées. Si on passe 1 heure de plus, on a le temps de poser sur le papier la raison pour laquelle, s'il passe du temps à raison de 1 à 2 fois par semaine avec nous, en fait, ça lui permettra d'avoir tel gain potentiel. Donc en fait, vous vous distinguez des formateurs traditionnels parce que vous arrivez à faire comprendre concrètement aux futurs apprenants que s'il reste avec vous, il pourra gagner tant d'euros à la fin de l'accompagnement. J'ai envie de te dire, il va gagner du temps, en fait. Parce que, mets-toi dans le contexte. T'es un entrepreneur, t'es là, t'es à gauche, t'es à droite. Tu souffres, t'es sous l'eau, tu vois. T'essayes de faire que ton business, il marche. Et moi, j'arrive, je te dis, ah bah tiens, vas-y, viens me former. Tu vas me dire, ouais, j'ai pas le temps. Ok. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer à rester sous l'eau indéfiniment. Pendant ce temps, il y a une personne qui va se dire, ok, vas-y, je pense que je suis sous l'eau. Je vais prendre un petit peu de mon temps. On va organiser finalement ta manière de réfléchir. Et derrière, comme tu vas pouvoir être plus efficace, tu vas gagner du temps. Tu vas sortir la tête de l'eau parce que tu te fais accompagner. Si tu restes non accompagné, bah, il n'y a rien qui va changer. Après, l'aspect gain de temps, c'est plus compliqué parce que comme c'est pas quantifiable, tout le monde, tous les formateurs, ceux qui... Non, c'est pas compliqué. Alors, non, mais c'est même pas une question de... Il a raison. C'est vrai que le gain de temps c'est pas une bonne valeur à vendre. C'est-à-dire que vendre du gain de temps, ça reste très abstrait. Mais on en parlait là à l'instant, mais c'est Théo Lyon
de Kudak qui envoie énormément de valeur là-dessus. Et lui, il a vraiment des process en place qui l'amènent vers des OKR, donc objectifs qui résultent, qui sont clairement des points de passage presque obligés dans toutes les structures. Et dès lors que tu as mis ces processus en place, d'OKR qui peuvent être spécifiques à ton business ou non, hein, mais ces OKR, en fait, c'est ça un peu ces points de passage qui vont te permettre de regarder l'avant-après et de regarder vers quelle performance et vers quelle trajectoire tu vas aller. Alors, tous les OKR ne sont pas bons pour ton business, mais en fonction des problématiques que tu rencontres, si nous, on met en place des OKR précis par rapport à ce que tu veux résoudre comme problématique, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas mesurer ce gain, pas que de temps, mais aussi un gain de qualité, de performance, de vente, d'efficacité, la vélocité. Il y a énormément d'OKR qu'on peut mettre en place qui sont en fait des éléments essentiels qu'on ne retrouve dans aucune formation. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas dans des formations ? Parce que tu vas les retrouver sur Internet de manière libre. Il n'y a pas de souci. Tu vas sur Wikipédia, tu tapes OKR, tu auras forcément une définition et puis tu auras des exemples d'OKR. Mais cependant, en fait, toi, quand tu es dans une course à ce run de course à la clientèle, course à tout ça, nous, ce qu'on t'oblige à faire en nous rencontrant, c'est de te poser, faire le bilan et de te dire, OK, est-ce que tu as fait tes devoirs d'OKR aujourd'hui ? Parce que là, ton objectif, il n'est pas atteint. C'est un peu comme prendre un coach sportif à la salle. Finalement, tu peux très bien aller à la salle tout seul. Par contre, qui va pouvoir te dire « Ah, bravo, là, tu as fait une belle progression. Attention, là... ton mouvement n'était pas bon. » Exactement. Okay, mais regarde, quand tu prends un coach à la salle, qu'est-ce que tu essayes de faire ? Ça dépend. Qu'est-ce que tu essayes de faire ? Tu essayes de te dire « Bon, je prends un coach pour atteindre les mêmes résultats que j'aurais peut-être atteint tout seul sur 3, 4 ou 5 ans, ou tu essayes de te structurer pour atteindre plus rapidement ton objectif. » Parce que pour moi, dans ma vision des choses, une personne est prête à investir sur elle quand elle voit un gain. Effectivement, en termes d'objectifs, finalement, c'est comme mettre des checkpoints sur ta route, mais surtout de pouvoir contracter ce temps, tu vois. Ouais. Pour moi, entre une personne, regarde, si je lui dis, ton business, allez, on va faire en sorte que tu atteignes, je donne un chiffre comme ça, 100 000 euros annuels, d'accord ? Je lui dis, soit je te donne une liste d'exercices, tu vas pouvoir les atteindre dans 2 ans, soit on travaille de manière intensive, tu vas pouvoir les atteindre 6 mois. Par contre, attention, pour les atteindre dans 6 mois, c'est 4 fois le prix. Si la personne peut se le permettre, elle prendra 6 mois. Même parce qu'il y a le gain de temps. En fait, tu peux toujours te débrouiller pour trouver les fonds pour le faire de toute façon. Donc, c'est une question de valeur perçue. C'est ça. Et derrière, je te suis complètement à ce niveau-là. Le but, en fait, souvent, énormément de personnes qui achètent des formations, en réalité, elles cherchent un coaching. C'est juste qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour. C'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de personnes qui achètent des formations qui les consultent jamais. Parce qu'en fait, le but, ouais, c'est certes de progresser, mais derrière, c'est d'avoir un accompagnement. Et en fait, quand tu vends des formations, tu n'accompagnes pas. Ton but, quand tu vends des formations, c'est de les vendre. Apporter de la qualité, certes, enfin de la valeur, ok, mais c'est de les vendre. C'est pas de t'assurer que la personne derrière ait atteint ses objectifs. Alors qu'avec un coaching, on a un devoir aussi de résultats. Je te parle en général. Moi, je vends des formations, t'inquiète pas que je veux que la personne... Oui, non, mais je suis d'accord, mais quand tu veux à grosse échelle, quand tu prends les infopreneurs en général, je pense que j'ai pas la data, hein, mais je te suis. Il y a la moitié des personnes qui finissent les formations. Non, généralement, avec la certification Calliope, c'est une des obligations d'être garant de la progression de ses apprenants. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne suit pas la formation, tu dois la rappeler. C'est dans les obligations. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de formations sur le marché, d'infopreneurs, qui n'ont pas de certification, qui s'inventent experts, mais qui ne sont pas experts en réalité, qui ne font pas ce principe-là. Et donc, ça nuit un peu au milieu de la formation. Par contre, là où je te suis avec tes OKR, avec l'aspect quantifiable, c'est qu'en gros, ce marketing, il y a ce qu'on appelle la North Star métrique. C'est que toutes les boîtes comme Drop Contact, Netflix, Spotify, ils ont tous un OKR clé, qu'on appelle la North Star métrique. C'est de ce KPI que découlent toutes les métriques qu'on va calculer. En fait, c'est le KPI clé qu'on va mesurer. Imaginons, pour Spotify, il me semble que je ne vais pas me tromper, c'est le nombre d'heures d'écoute par semaine ou par jour. Et donc, en fait, toutes les actions marketing et commerciales vont découler de ce KPI-là. Comment améliorer, comment faire pour que le volume le nombre d'écoutes mensuelles ou journalières augmente
bah tiens, on va faire ça en place, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place. Donc c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi et je te suis parfaitement sur l'aspect, bah tiens, on quantifie le parcours, on détermine un objectif principal et après on détermine la stratégie pour arriver à... Alors, il y a juste un truc que j'essaie de comprendre. Comment t'appelais ça? La North Star métrique? La North Star métrique. Ok. Mon accent anglais est très nul. North comme le Nord, Ouais. North Star oui. comme l'étoile. Ah, oui, North North Star. Star, Ah, mais ok, c'est North Star, Tom métrique. il en parlait dans sa vidéo. Ok, North et en Star. fait, ça, c'est un KPI que chaque boîte décide c'est lequel son KPI essentiel, Ouais. c'est ça? Donc en fait, souvent, ils changent parce que finalement, la boîte évolue, on pivote. Mais c'est l'idée. C'est l'idée que tu dois toujours avoir un KPI où tu dois aller. Par exemple, moi, là, je viens de commencer. Ma North Star métrique, peut-être qu'elle va changer, peut-être que c'est pas la bonne. Il faut déterminer sa bonne North Star métrique, mais pour moi, c'est le nombre de sign-up. Donc, je fais tout en place et ma stratégie, elle découle de mon objectif qui est augmenter le nombre de sign-up. Peut-être qu'après, ça va être autre chose. Peut-être que ça va être le le nombre de clients payants par jour. Et donc, ma North Star métrique, ma stratégie va évoluer. Attends, je pense que tu auras surtout la satisfaction client comme North Star métrique au bout d'un moment, en fait. Le but, c'est souvent plus simple de garder ses clients que d'aller en chercher de nouveaux en plus. Je sais qu'il y a un organisme de formation sur Paris, leur North Star métrique, c'était le NPS. Net Donc, Promoted Score. ouais. Score. Donc, c'est le nombre de personnes C'est qui sont net. satisfaites. En gros, c'est une échelle de 1 à 10. Tu vas me dire si je me trompe. Les personnes on leur envoie un questionnaire. Les personnes qui ont dit, bah, vas-y, je recommande ta formation et qui mettent entre 9 et 10, c'est les promoteurs. Ceux qui mettent moins de 6, c'est les détracteurs. Et on fait le calcul, le ratio entre le nombre de promoteurs et Promoteur versus détracteur. Exactement. Et ça donne un Et- score. et juste- Donc je reviens rapidement sur Net Promoted Score. C'est finalement le taux de satisfaction des clients qui est mesuré grâce aux détracteurs et aux promoteurs. Par rapport à ce sujet-là, je disais, c'est que, comme on disait, pour connaître en fait, la satisfaction client derrière, en fait, dans les mails qu'on envoyait, on avait des étoiles. Et en fait, en fonction du nombre d'étoiles, tu n'arrivais pas sur le même lien. Donc, Ok. une bêtise, tu entre 6 et t'es entre 10 et 7, tu vas aller sur Google, tu vois, ou entre 3,5 et 5. Et en dessous, en fait, ça te renvoie vers un questionnaire de la page du site internet qu'on a créé. Et derrière, le client, il explique pourquoi, etc. Derrière, nous, on le rappelle, on échange avec lui. Et ce qui permet par la suite de lui renvoyer le questionnaire et d'avoir une bonne note. Voilà, Voilà, c'est un petit, C'est smart, hein? petit clin d'œil. Trop bien. On va faire ça. on Mais va moi, mettre je ça en veux, place. je veux revenir sur un truc. Tu vois, si on prend le North Star métrique, cette fameuse North Star métrique, on se rend bien compte que finalement, on ne peut pas rentrer le gain de temps comme étant vrai. un KPI viable. En fait, ce gain de temps, quoi qu'il arrive, il est induit par les KPI comme là, on vient de les donner. L'objectif, finalement, à la fin, il est quantifiable, mesurable par un gain d'argent plus qu'un gain de temps. Et tu vois, et c'est là que je trouve le truc trop intéressant parce que tu vas suivre des KPI qui ne sont pas le temps, mais la plus grande valeur que tu peux offrir à une personne, c'est son temps, tu vois. Et en fait, c'est comment faire en sorte que nous, lorsque une personne vient nous voir, elle puisse en avoir pour son temps, Ouais. son argent et... Ouais, mais je suis pas à l'aise avec Ça. cette métrique de temps parce que tu vois, C'est on pas a... une métrique que tu Ouais, calcules. Ouais, mais C'est tu pas vois, assez factuel. on a des entrepreneurs qui, eux, même si on leur a fait gagner 1 million en un mois, ils vont toujours être dans cette course effrénée d'aller chercher les 3, les 4, les 5, les 10. Donc en fait, si on se base sur le temps, il y a des entrepreneurs qui, dès lors qu'ils font 1 million par an, ils n'ont pas besoin de plus. Et je te suis totalement, parce que j'ai déjà eu cet exemple de personnes, ils sont toujours dans une urgence financière, et même quand ils ont beaucoup d'argent, ils restent dans une urgence financière, mais à ce moment-là, je pense que ça devient plus quelque chose de personnel, d'introspectif même pour la personne, qui doit raisonner sur, ok, mais pourquoi est-ce que je cours tout le temps après cet argent, tu vois. Oui. Et là, ça, Oui. peut-être, ça dépasse Mais- aussi... mais voilà. Encore une fois, je reviens, pour moi, pour ne pas justement faire l'amalgame sur le gain de temps et l'argent, c'est pas un sujet de temps, c'est pas un sujet de gain de temps. On est plutôt sur une problématique d'objectif de vie, de qualité de vie, qui plus que vraiment un objectif de gain de temps. Finalement, gagner du temps, c'est pas ce qui apporte le plus de valeur à un entrepreneur. Parce que dans ces cas-là, le fonctionnaire, entre guillemets, sans trop les dénigrer, c'est lui qui a la meilleure vie. Ah, la balle tu vois. perdue. Non, mais c'est vrai, Ah, c'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat Mhm. en se disant, je vais avoir plus de temps avec mes proches. Et je vais être libre. Mais
pour eux, dans C'est leur très esprit, un temps de meilleure qualité car ils auront plus de fonds. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Enfin, Je moi suis non pas plus. tout à fait Ouais, à l'aise mais avec moi, ça. je t'assure. En tout cas, après, on a. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on évolue dans deux milieux différents. Où c'est vrai que moi, les gens qui viennent vers moi la plupart du temps, ils sont intéressés par l'argent. Mais je leur demande, mais pourquoi tu te lances dans ça? Tu vois, par exemple, le trading. Pourquoi tu. Et à chaque fois, il y a ce besoin de liberté, ce besoin de temps Oui. et ce besoin, sinon, de construire Ouais. une structure à terme. Tu vois. Qui est finalement, et je vais te dire, qui est finalement, en fait, ça, c'est très tôt quand on a ce manque d'argent, c'est vraiment la liberté financière qui nous attire. Mais une fois qu'on a accès à ça, on n'est plus du tout dans les mêmes. En fait, Le paradigme, il change. Exactement. Ouais, je sais. Le paradigme change complètement et on s'en rend compte très très vite parce que finalement, on a l'argent, on manque de temps, oui, je suis d'accord, mais finalement, ce temps, on sait qu'on peut le prendre. Et on se retrouve finalement à avoir d'autres objectifs qui ne sont plus cette course à la money, mais plutôt de se dire, OK, comment j'augmente la qualité, comment j'augmente le confort, comment je stabilise une structure, comment moi je me détache en tant que opérationnel de ma boîte pour être simplement finalement décisionnaire, exactement, stratégie. Et en fait, c'est ces problématiques-là sur lesquelles on n'a aucune formation, on n'a rien, on n'a pas de coaching. Alors si, moi je sais que je suis sur Spotify une chaîne de podcast qui parle justement des managers, des entrepreneurs, des décisionnaires. Là-dessus, mais c'est des contenus tellement nichés qu'on ne doit pas dépasser les plus de 10 000 écoutes par mois. Et elles ne sont pas mainstream, elles ne sont pas disponibles sur YouTube, c'est vraiment qu'un média précis et basta. Ouais, mais c'est ultra intéressant. Moi, je le remarque que, par exemple, à partir du moment où j'ai eu plus finalement de temps, je me suis retrouvé à me dire, pas comment est-ce que je vais à Disneyland, comment est-ce que, tu vois, c'était plutôt, OK, comment est-ce que je peux faire mon temps, comment est-ce que je peux m'en servir pour faire plus de contenu, plus de travail finalement. Tu n'as pas gagné dans ces cas-là. Exactement. Finalement, tu te construis une espèce de prison de travail, alors qu'à la base, tu voulais t'émanciper de ça et tu te retrouves à, OK, maintenant, comment est-ce que j'organise mon temps de manière qualitative, mais selon mes nouveaux standards de qualité. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est que on dit une prison, mais en réalité, c'est que au bout d'un moment, on aime travailler, tu vois. Genre, moi, l'entrepreneuriat, c'est un passe-temps, je kiffe, tu vois. Parce qu'en réalité, sinon, je prends ma mission freelance et c'est tout. Et tu vis largement avec ça, tu vois. Donc, c'est juste que au début, on a essayé de. Bon, je sais pas si on vit largement en France aujourd'hui. Ça dépend combien tu factures. C'est passé de 30 à 32% la flat tax, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais en gros, je pense que c'est juste que, comme tu as dit, les valeurs, les standards évoluent. Et en fait, au début, on fait ça. Moi, personnellement, au tout début, c'est parce que j'avais envie de gagner plus, de faire de l'argent et de lancer des projets pour en fait, juste pour voir. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus une question de comment je peux créer quelque chose qui rapporte, mais qui apporte de la valeur et qui, en plus de ça, tu vois, me fait kiffer. Tu vois. Parce que, par exemple, moi, faire une formation, c'est pas un truc qui me fait kiffer, donc je l'ai jamais fait. Ouais. Alors que c'est un truc qui peut rapporter, hein. Mais ça m'intéresse pas parce que c'est pas un truc que je kiffe faire, tu vois. Mais tu vois, c'est la différence entre justement ceux qui vont vendre des formations, juste c'est un side business et ils veulent justement vendre à plein de personnes juste pour faire de l'argent et on s'en fiche de si la personne, ou si tu aimes accompagner, tu vois. Alors, on se rapproche de la fin de notre session et moi j'ai envie de te retourner une question. Après tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la prochaine étape que tu vas viser et capter? Oh, question assez difficile. Hein. Question assez difficile. Donc là, ce que j'ai mis en place cette semaine, c'est l'aspect commercial, donc rappeler les clients. Je t'interromps. Fais aussi un lien avec peut-être ta prochaine étape perso, pas que Captely, tu vois. Toi, la prochaine étape perso. Là, je suis tellement à fond sur le projet. J'ai pas de week-end, je prends pas de vacances, donc vraiment toute ma vie est focalisée autour de l'outil. Donc il n'y aura pas de prochaine étape. En tout cas, j'ai pas de prochaine étape personnelle qui va arriver. Mais si on revient sur le professionnel, sur l'outil, ça va être la rassurance. La rassurance, en fait, finalement, je pense qu'en France, plus que par rapport à d'autres pays, on change difficilement ses habitudes. On a un outil, ça fait 2 ans qu'on l'utilise. Comment on fait pour changer les habitudes? Comment on fait pour bouleverser les habitudes? Donc je pense qu'il y a une notion vraiment de réassurance, de social proof, qui est plutôt difficile, délicate quand on vient de se lancer, parce que certes, on a des utilisateurs qui sont satisfaits, on peut leur demander des testimonials, mais
contre des mastodontes du marché, il faut montrer que finalement, tout le monde est content. Tout le monde est satisfait et qu'il y a vraiment une différence entre la valeur qu'on apporte et la valeur que d'autres outils rapportent. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander des testimonials, donc des avis clients à tout le monde, même au sign-up, ceux qui ont essayé la version gratuite, pour vraiment les regrouper, créer une page et créer du contenu avec ces avis. Pour montrer vraiment à tout le monde que, bah tiens, t'essayes, c'est gratuit. Essaye, c'est gratuit, tu testes, t'aimes bien, tu continues, t'aimes pas, c'est pas grave. Au moins, t'aurais essayé. Et donc ouais, c'est vraiment mettre en avant ses avis, ses utilisateurs satisfaits, c'est tout pour vraiment gagner en confiance. Faire que l'utilisateur ou le prospect soit en confiance même avant d'avoir essayé l'outil. Ok. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question sur le perso. Ça c'est délicat parce que forcément quand on vient de se lancer, on est un peu sous l'eau. On prend pas assez de recul sur la situation et pour l'instant j'ai pas appris. Non, mais j'ai compris que d'un point de vue perso, tu as envie que Capteli avance Exactement. en réussissant à rassurer plus de personnes sur ce que toi tu entreprends finalement. C'est le but, ouais. C'est le but. Donc je pense qu'on fera un autre podcast ensuite pour suivre les avancées de l'outil. En tout cas, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils, pour l'aspect commercial, parce que grâce à vous, on a signé des gros clients. Donc, Il y a toujours un truc à garder en ligne directive, c'est que plus tu vas résoudre des problématiques, même des micro-problématiques, c'est là que tu auras le meilleur gain finalement en croissance, en réassurance, comme tu en parlais, etc. En fait, c'est ces problématiques-là justement que au fur et à mesure tu essaies de résoudre, qui vont débloquer tout le reste. Quand tu parles de micro-problématiques, c'est-à-dire, est-ce que tu as un exemple Ouais, bah, clairement, tu vois, sur la réassurance, venir mesurer en fait à quel moment du parcours client tu as perdu ce client, en fait, résoudre cette petite problématique que tu as mesurée avec des outils analytics de tracking, petit à petit, au fur et à mesure, ça permet vraiment de combler tout un tunnel de vente qui te permettra vraiment d'être une machine de vente. Bah, c'est le but. Pour l'instant, on commence à analyser les sessions. On a de plus en plus, donc on commence à voir des patterns qui... D'ailleurs, exemple assez intéressant. En fait, on avait plusieurs personnes qui venaient de Lusha. Lusha, c'est un outil concurrent. Et en fait, sur leur interface, c'est assez simple, c'est une interface assez minimaliste. Tu as une barre de recherche. Tu tapes le prénom et le nom de la personne que tu souhaites contacter ou trouver les contacts. Et ces personnes-là, quand elles venaient sur Capteli, nous, on avait également une barre de recherche. Mais en gros, on a un CRM interne. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai trouvé ton mail, je peux le retrouver facilement via la barre de recherche. Mais ce n'est pas un outil de discovery pour découvrir de nouvelles personnes. Et en fait, ces personnes, quand elles arrivaient sur Capteli, elles utilisaient directement la barre de recherche. Elles ne trouvaient pas leur contact parce que ça ne servait pas à ça. Donc, elles repartaient. Donc ça, on l'a supprimé. Et c'est vraiment qu'en voyant des sessions, on commence à analyser beaucoup plus en détail. Qu'on se rend compte que l'outil tel qu'on l'a conçu n'est pas perçu de la même manière par d'autres utilisateurs qui ont d'autres vécus, expériences. Surtout, n'oublie pas, là, tu vas devoir travailler la visibilité. Parce que si personne ne sait que tu existes, personne ne va t'acheter. C'est compliqué. Les posts sur LinkedIn, là, je commence à publier tous les jours depuis une semaine. Donc c'est peu. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai, je pense que vous, quand vous avez publié du contenu, vous avez sans doute vu ça. Mais quand vous lancez et que vous voyez qu'il n'y a pas de retour, moi, en tout cas, je me dis, mais est-ce que mon travail, je travaille dans le vide? Donc, il y a toujours cette vision de, je dois mettre plus de temps sur le contenu, mais en même temps, ça ne rapporte pas. Donc, comment faire une bonne... Encore notre ami Théolion qui disait, il faut supprimer les vanity métriques, entre guillemets, tu vois. C'est des métriques qui te servent juste à gonfler ton ego. On s'en fout. Tu vas faire un post, tu auras 3 j'aime, tu vas signer un client. Si ça se trouve, tu vas faire un post, tu n'auras pas de j'aime, mais le client que tu as signé, il a signé parce qu'il a vu ton post. Mais il n'a pas aimé forcément. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, il ne faut pas oublier. Les personnes, elles aiment et elles commentent. Et la plupart du temps, quasiment la plupart des personnes font attention, en fait, à l'image qu'elles vont donner. Puisque LinkedIn fonctionne comme ça, en fait. Tu vois ce que les autres commentent, ce que les autres aiment. Donc, une bêtise, si tu es dans une boîte et que tu es ton client et que tu travailles beaucoup avec les listes et que tu as beaucoup de gens de listes, ils vont peut-être pas aimer ton contenu, tu vois, pour pas se faire, entre guillemets, donner une mauvaise impression à leurs fournisseurs, tu vois. Donc, en tout cas, l'algo est en train de changer, mais moi je suis aligné sur le fait qu'en plus, LinkedIn, c'est la plateforme où il y a le plus de shadow spectateurs, entre guillemets. Donc en fait,
même si la métrique de like, la métrique de repartage ou d'impression n'est pas forcément bonne, il y a tellement de gens qui reçoivent de manière très ciblée ton contenu sur LinkedIn parce qu'ils ont commencé à taper IA, ils ont que du contenu IA, et ben en fait, tu vas te retrouver publié que devant des gens qui ont un intérêt précis sur ton sujet, donc les commerciaux, les CSM en particulier, ils vont forcément te voir passer un moment, et en fait, c'est un peu la stratégie qu'emploie Coca-Cola depuis presque des décennies sur, en fait, c'est les leaders, mais ils font que de la visibilité. Donc là, moi, j'attends leur prochaine pub de Noël. Avec Mariah Carey. Par exemple.